Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Ну, неудобно, как под камерой такие вещи говорить, но все-таки скажу. Жили в одной комнате, в коммунальной квартире, на 5-м последнем этаже. Иногда крыша протекала, там протечки возникали. Без всяких условий. У нас даже душа не было. И вот в таких условиях раз и выиграла мама вот эту машину. И, конечно, взять бы, продать билет. Ну, и хотя бы выбраться из коммуналки в хоть и маленькую, но все-таки кооперативную отдельную квартиру. Очень хорошо это помню, этот семейный совет в филях, там, когда мама с папой за столом сидели и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит: возьмем машину, пусть сынок ездит на машине. Вы понимаете, вот что это значило для моих родителей? И они жили вообще, я даже не знал, на что мы будем бензин покупать на эту машину. Но все-таки они приняли это решение. Удивительно. Вот в такой обстановке мы жили. Ну, многие из нас. Maintenant, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose. Moi, vous disiez tout à l'heure, Donald Trump déséquilibre le monde, etc. Moi, je crois qu'on se trompe sur l'évolution du monde. Je pense que depuis 30 ans, on nous a fait croire que le monde était régi par le droit et le commerce. En vérité, s'il était régi par le droit et le commerce, c'est qu'il y avait une superpuissance qui était unique et qui faisait régner la force. Vous savez, qui s'appelait les États-Unis d'Amérique. The world is now pulling the rug out from under the U.S. The dollar is going to collapse. The dollar is going to be replaced by gold. Central banks are buying gold to back up their currencies. True. They're getting rid of dollars. They're getting rid of treasuries. We are headed for an economic crisis, again, that will make the 2008 financial crisis look like a Sunday school picnic. The biggest difference between the crisis that we're about to have and the one we had back then is this one is all in America. It's not going to be exported to the rest of the world. It's not a global financial crisis. It's an American financial crisis. And interest rates will be down significantly. They're already down quite a bit. Let's talk about the Prime Minister, or if you prefer, Governor of Canada, and him threatening to, break economic alliances with the U.S., go with China. The President has threatened a 100% tariff. What impact would that have? It would be a disaster for Canada. I was in the Oval with the President today. He spoke to Prime Minister Carney, who was very aggressively walking back some of the unfortunate remarks he made at Davos. And Sean, I'm not sure what the Prime Minister was thinking. Of course, Canada depends on the U.S. Écoute, regarde bien ça. Écoutez ça, ce qu'on dit en France. Je sais pas si vous avez le Premier ministre du Canada qui fait le malin à Davos, mais qui est allé voir Xi Jinping, pas un mot sur les droits de l'homme en Chine, pas un mot sur les droits de l'homme en Chine. Il est nul, complètement nul, ce président canadien, le jeune Premier ministre canadien. Se tourner vers la Chine, mais alors autant aller tout de suite en enfer. Non, non. Well, I think, as a government, for us, we look at everything, all the levers. I've talked to you about diversification. I've talked to you about real industrial policy on, we're coming up with things on auto, on the defense and industrial strategy. We're looking at a new AI strategy, etc. Visée expansionniste du président Trump, opération de la police de l'immigration aux États-Unis, nouvelle menace de tarifs douaniers, guerre en Ukraine, situation fragile dans la bande de Gaza. On peut dire que les événements se bousculent sur la scène internationale. The news we are getting from Ukraine nearly every morning are horrific. What Russia is doing there is a state terror. It's far beyond the war. So they are bombing the people while they are at home. People are freezing to death. They are bombing the passenger trains going down to the front. Wait a minute. Going down to the front. If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you.
First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War. All of a sudden, like it seems as though the West falls under this Jewish power. Yeah, well, and, you know, the Catholic Church is not even immune from that either at the same time. Now, dude, you guys have your Jewish problems. We do. And, you know, Vatican II is a perfect example where for thousands of years, the Catholic doctrine on Jews was extremely consistent. And then you have this Nostra Aetate, which was introduced by a Jew. The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. What you started with were very legitimate protests about the economic conditions in Iran. Those overlapped with a struggle, political struggle, between reformers and conservatives. This then was developed into a CIA, Mossad, MI6 operation with the introduction of thousands of these Starlight terminals, enormous quantities of money, which in that setting, of course, is going to buy a certain amount of support. This was something that was cooked up in Mar-a-Lago. I mean, Lindsey Graham has admitted it. This is something that Netanyahu and Trump cooked up when Netanyahu was visiting Mar-a-Lago. This was all planned. There was extensive planning going on between the Mossad, the CIA, British intelligence, Dutch intelligence, and every intelligence agency in the world that has been lined up against the Iranians. I know that you can't talk about what's on the table, but what is your response to Iran's leadership in the regime continuing to taunt you, threaten you, especially given over the weekend you said it's time for new leadership in Iran? Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. So the president... Right now, the chances of Russia attacking the UK is considered by our analysts to be remote. That means less than 5%. But that is the same chance of Liverpool winning the Premier. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. La fin de l'OTAN. C'est la fin de l'OTAN, oui, par définition. Alors, nous ne ferons pas la guerre aux États-Unis parce qu'on n'a pas les moyens de faire la guerre aux États-Unis. Comme un enfant face à un parent toxique, on est pris par surprise, ça c'est clair. En revanche, ils voulaient le Groenland, on les met dehors de Ramstein, de Naples, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus un bateau. Qui les mettra dehors? Nous. Le Groenland, c'est la ligne rouge. Donc, je considère que si ils envahissent le Groenland, s'il se passe quelque chose au Groenland, ils ne sont même plus des adversaires systémiques, ils deviennent des ennemis. Parce que quand on s'attaque territorialement à un pays, à quoi servent les armées si on ne s'en sert pas? The United States has moved into the imperial phase of empire. We knew the story of the international rules-based order was partially false. Adversaries remain on notice. America can project anywhere, anytime. This all comes to the top of the sphere. So if we draw a line and just consider this, the north part of the approaching the Arctic Circle, look at all of these Russian military bases. Prior to Donald Trump taking the helm of the United States of America, the world was taking the piss out of us. Must attack Iran. Iran threatens America. Wait, we destroyed Iran's nuclear sites. How is Iran still a threat to America? Ayatollah, dictator, oppressing civilians. I think it is Genesis 12:3. There will be, God will bless those who bless Israel, and He will curse those who curse Israel. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders with Iran,
It's the essential ingredient, but Iran knows that, so it's not going to let Iraq go either. The United States backs Israel, but they back it less than the Israel. I was having a lot of problems getting support for Israel. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. A book by historian named Barry Strauss called The Jews Against Rome. Puis on veut avoir des gens qui croient également à cette mission-là. Il y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Oh, ah ouais, mais t'es éveillé. Non, non, si t'es pas dans l'action, tu dors. Si tu restes assis et tu fais rien, tu dors. Comme les autres. Arrête de dire que t'es éveillé, je suis éveillé. Non, tu ne l'es pas si t'es pas dans l'action. L'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est de se lever, d'aller manifester. You're saying it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est de faire ça. C'est ça le plus facile. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. À l'égalité, à la fraternité, c'est un appel au front commun contre les nécromanciens. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. America. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Nous avons une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. C'est la mission viriliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Yann Rochdy. Mission viriliste. Contre les hordes de morts vivants. Mission viriliste. Contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿De ahí vieron la noticia? Si Dieu le veut. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, actualité géopolitique du 30 janvier 2026, la libération iranienne! Et oui, ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars! Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Vous allez devoir vous abonner 5$ par mois sur YannRochdy.com, sur Substack, sur YouTube, pour pouvoir réécouter et terminer d'écouter si vous êtes en retard. Donc aujourd'hui, venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble.
Sur TikTok aussi, très important en plus pour avoir des abonnements pour que je puisse sur Rumble. Dès que je vais avoir proche de 1000 abonnés, je vais payer l'abonnement mensuel pour les producteurs. Puis comme ça, vous pourrez avoir le paywall sur Rumble. Ça s'en vient. On est à quoi? À près de 400. Donc, venez vous abonner sur Rumble. Et ensuite de ça, aujourd'hui, l'empereur se prépare à libérer le peuple iranien. Oh, j'ai fait une petite faute. Petite faute de grammaire. Le peuple iranien! Nous allons libérer le peuple iranien! Au nom de l'Empire judéo-chrétien. Avec quoi? Avec des bikinis, puis avec OnlyFans, puis avec des bombes, puis des commandos, puis des avions, puis des jets, puis des porte-avions. Et on va aussi visiter l'Europe, le Moyen-Orient, le Pacifique, de manière accessoire. Et je vous rappelle qu'on continue à lever des fonds. On lève toujours des fonds. Et grâce à cette semaine à la moitié. Donc, vous avez déjà payé la prochaine évasion de TikTok. Mais si vous voulez une matinale demain matin, si vous voulez une matinale du glaive ensanglanté, il faut envoyer 50$. Et la visite chez Lux Media, ça ne sera pas une visite chez Lux Media, ça va être pour la Saint-Valentin. Donc, évidemment, on ramasse les sous pour la Saint-Valentin rochedienne pour trouver la baronne Rochdy. Et ça mérite un like. Ensuite de ça, demain, évidemment, on a un autre siège TikTok. Vous pourrez venir faire part de vos questions, tribunes, candidature au Parti libertarien du Québec, candidature à la baronne, au titre de baronne. Donc, on va avoir du gros fun. Du gros fun comme d'habitude. Et j'ai-tu d'autres choses à dire? Ah oui! Tantôt, quand on va terminer, si on a reçu quelques super chats, je vais faire une prolongation après à la fin de la mission Virilis pour écouter une entrevue de Louis XX de Bourbon avec vous, parce qu'on a une petite manchette d'actualité en lien avec ça. Donc, envoyez des super chats! Envoyez des super chats, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Donc, on a eu une semaine difficile sur les marchés. Ça a été très rough. Peu importe où vous étiez où, bourse, bitcoin, or, argent, ça a fait une grosse décode. Une grosse décoche, une grosse pente. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. On a ici une pénurie de cuivre qui est annoncée pour 2030. Donc ça, c'est très intéressant sur le cuivre. J'en ai parlé la semaine passée, c'est ici la manchette. Donc, pénurie de cuivre. Ouais, donc, la production mondiale ne sera pas prête pour 2030. Évidemment, 2030, c'est une longue projection, mais quand même. Au niveau de l'argent, ça a monté, puis ça a redescendu. L'or aussi, ça monte, puis ça a redescendu très rapidement cette semaine. Donc, 6,3 trillions de pertes sur le marché de l'or en 24 heures ce matin. Crashé de 5600 pour l'or, l'once, à 4700. Le silver, l'argent, donc de 121$ à 77$. Gros crash. Mais, vous le savez, qu'est-ce qu'on dit dans les métaux précieux? Je ne suis pas conseiller financier, mais on dit c'est le temps d'acheter. Quand ça fait un gros crash comme ça, c'est le temps d'acheter. Comme ça, le silver que tu vas acheter là, il va valoir plus. Évidemment, faut que tu gardes un peu... faut que tu archives les moments où tu as acheté les quantités d'or en question pour que tu puisses établir un rendement puis éviter de vendre à perte le silver que tu as acheté à un prix plus élevé. Donc, silver, or, palladium, platine, ça a tout pété. Ça a tout pété cette semaine. Certains appellent ça un Black Swan. Mais ceux qui connaissent ça, probablement comme Yves Usereau, avec qui je vais avoir une entrevue prochainement là-dessus, on va parler de construire son trésor de guerre sur ma chaîne. Petite entrevue d'1 heure
1h30 quand il va revenir de Vancouver. Il est encore à Vancouver. C'est pour ça que c'était pas cette semaine. Je pensais qu'il allait être là. Il allait être de retour après une semaine. Non. Il est important, Yves Uso. Donc, oui, c'est ça. En période de volatilité, en période de guerre, ça swing de tous les bords. Ça veut dire qu'il va y avoir des swings négatifs comme ça. C'est écrit dans le ciel. Donc, des gros crashs. Et tout le monde donc aussi, sur le Nasdaq, le S&P 500, on a eu une décoche. Donc, ça, c'est quoi ça? C'est des cryptos, ça? Indice boursier de Jakarta s'effondre de 10% en une journée, la pire chute depuis 1998. Donc, pas juste au niveau du marché américain, même la bourse de Jakarta a subi une grosse décode. Qu'est-ce qu'on a ici? Rabobank. Un stratège de Rabobank qui a publié un framework pour expliquer comment fonctionne la Trump Economics. Et donc, le comparatif, c'est la doctrine de Gorbatchev à la fin de l'Union soviétique. Vous avez déjà entendu ça une fois dans vos cours, dans des films d'histoire, dans les films de politique, des Tom Clancy. La perestroïka, vous avez entendu ça. Donc, Trump fait l'inverse de la perestroïka. Donc, Gorbatchev, il voulait transférer la politique économique soviétique, industrielle, militarisée, centralisée. Il voulait l'ouvrir et changer le mode économique de la société soviétique, passer à un mode non plus industriel productif, mais consommateur. Un modèle économique consommateur. Et Trump fait l'inverse. On veut passer d'un mode économique, un mode qui est de consommation, un modèle économique, un modèle financier de consommation en Amérique du Nord, et il veut revenir à un mode industriel. Donc, c'est un reverse perestroïka. C'est ce qui se passe. C'est le modèle que vous devez utiliser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, réformer un système d'investissement de capitaux, production militaire vers la consommation. Ça, c'était le modèle de la perestroïka. Ça a failli. Et Trump veut donc passer d'un système de consommation et de financialisation du capital vers l'investissement du capital et la production militaire. Donc, des changements radicaux risquent de failure très, très, très élevés. Ça se peut très bien que, comme la perestroïka, ça ne fonctionne pas. Et donc, dans cette perestroïka, évidemment, on veut décoter le dollar américain pour pouvoir plus facilement payer la dette. Donc, c'est ça. C'est le modèle américain. La Pax Judaica est presque ubiquitous, omniprésente. C'est les motivations derrière les firmes majeures mondiales d'intelligence artificielle. On vient de comprendre en faisant une petite analyse rapide de ce qui s'est passé. Donc, je vous rappelle, on a terminé aujourd'hui, mais on a une prolongation que vous avez financée. Si vous voulez écouter ce qui s'est passé plus tôt dans le podcast, vous abonnez sur yanrojdi.com, sur YouTube ou sur yanrojdi.substack.com pour voir la vidéo complète. Là, donc, dernière chance de mettre un like et d'écouter ce segment avec Louis de Bourbon. Ça se peut qu'il va falloir que j'interrompe ça. Je ne sais pas si je vais avoir des droits d'auteur. Je ne sais pas si on va avoir des droits d'auteur. Peut-être que je pourrais grossir comme ça puis enlever des affaires. En tout cas, on va écouter ça. Envoyez des super chats. Supportez mon travail. Mettez un like. Je suis pour la vie et contre la mort. C'est une loi de la mort alors que moi je vote pour la vie. Et même c'est beaucoup plus facile de diriger les gens lorsqu'ils n'ont pas de valeurs. Tout d'abord, mon épouse et moi, nous sommes chrétiens, nous croyons dans les valeurs chrétiennes. Je veux préciser que je ne suis prétendant à rien. Je suis l'aîné de la maison de Bourbon. Et de ce point, j'ai un devoir vis-à-vis de la France et des Français.
Louis de Bourbon, duc d'Anjou, pourrait-il être le futur roi de France? À l'heure où le système politique français semble usé jusqu'à la corde, à l'heure où le carriérisme, le mensonge et les trahisons sont devenus la colonne vertébrale de la politique en France, de plus en plus de Français aspirent à autre chose et rêvent d'un retour à la monarchie qui, durant 15 siècles, a fait bien plus que ses preuves. Descendant du Capet, d'Henri IV et de Louis XIV, Louis de Bourbon se dit prêt à assumer cette charge. Je l'ai rencontré il y a quelques heures en Bretagne pour un assez bref moment. Il y a 8 ans que le prince n'avait accordé d'entretien à un média français. C'est une exclusivité RITV. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre et de consacrer du temps à la rédaction de RITV. Je dis à la rédaction. Donc, on m'a fait une demande spéciale pour cette prolongation en compagnie de Louis de Bourbon, qui est peut-être le futur beau-père de Jordan Bardella, en couple avec Maria Carolina de Bourbon, des 2 Siciles. Donc, on m'a demandé de faire le signe de l'Aquila impérial. Ah! Donc, évidemment, nous allons faire revivre l'Empire. Monseigneur, parce que je ne suis pas tout seul, il y a à côté de moi, derrière moi, 8 autres personnes au sein de ce média, dont 5 journalistes professionnels. Et nous avons pu travailler ensemble les questions que nous souhaitions vivement vous poser. Le calme qui règne en France, Monseigneur, est un calme trompeur, artificiel, nous allons en parler, parce que la situation de notre pays est en fait très grave. Vous êtes prétendant au trône de France. Votre père tenait, je crois, à maintenir le lien d'affection culturelle notamment qui le maintenait avec la France et avec les Français. La situation d'urgence où se trouve notre pays, Monseigneur, et l'Europe pourrait-elle vous pousser à retrouver la fonction politique opérationnelle de la royauté? Je veux préciser que je ne suis prétendant à rien. Je suis l'aîné de la maison de Bourbon. Et de ce point, j'ai un devoir vis-à-vis de la France et des Français. Est-ce que vous avez été élevé précisément, Monseigneur, dans cette démarche de devoir? Et malheureusement, mon père est parti trop tôt. Et c'est vrai que j'ai été élevé dans des valeurs chrétiennes. Et surtout mon père, je crois que lorsqu'il est décédé, j'avais 14 ans à peine. Et il n'a pas pu me montrer autant qu'il ne l'aurait voulu. D'autre part, il faut aussi préciser que j'étais le deuxième fils, je n'étais pas l'aîné à la maison, je veux dire, j'avais un frère qui est aussi décédé. Et donc tout m'est venu très vite. Et oui, j'ai pu accompagner mon père lors du millénaire capétien et j'ai pu voir l'ampleur de ce que représentait ma famille en France. Mais malheureusement, il est parti trop tôt et bon, j'ai dû assumer mes responsabilités. Est-ce votre grand-mère, je crois, à laquelle vous étiez très attaché, qui vous a enseigné en partie? Non, ma grand-mère, je veux dire, ma grand-mère m'a aidé à prendre un peu le témoin de mon père. Elle a assisté à plusieurs manifestations, puisque moi j'étais trop jeune aussi. Et donc, d'une certaine façon, elle a permis que cette continuité, et elle a permis cette continuité, et elle a permis également que je puisse continuer à étudier. Monseigneur, comment un futur roi pourrait-il être amené à diriger la France, à s'installer dans le fauteuil auquel il est légitimement destiné, sachant que les institutions, sachant que le système politique français mis en place depuis la Révolution est totalement contraire aux principes et aux règles de la monarchie? Comment cela pourrait-il se faire? Je voudrais préciser que les institutions sont des outils pour servir à la France et aux Français. Donc c'est la population qui décide ce qu'elle veut sur son futur. Ce ne sont pas les institutions qui doivent vraiment les diriger. Un nombre grandissant de Français
Monseigneur, s'alarme de l'état dans lequel se trouve la France. Je pense ne rien vous apprendre. État politique catastrophique avec des trahisons en tout genre, des partis qui collaborent désormais avec leurs soi-disant anciens ennemis. On le voit aujourd'hui, c'est très actuel. Situation économique et financière également très grave parce que la France possède, une dette absolument abyssale dont les gouvernements sont, on le sait, tous responsables depuis au moins 40 ans. Crise morale et crise sociale aussi. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par cela, une crise spirituelle très profonde avec un effondrement de la chrétienté dans notre pays. Quelle réflexion, Monseigneur, faites-vous de ce pays? Quelles analyses faites-vous de ce pays que vous pourriez être amené un jour à diriger? Bon, il faut dire que les politiques sont élus pour un court terme et de ce point, je dirais qu'il n'y a pas une continuité de la politique des uns et des autres. Contrairement à la monarchie qui cherche toujours à défendre les intérêts des Français et de la France, comme le fait ou le ferait un père de famille, et qui cherche à toujours laisser un pays en meilleur état de ce qu'il n'a trouvé. Et voilà. Vous voulez dire qu'un monarque travaille pour le bien commun en priorité, c'est son obligation. C'est tout. Oui, j'insiste toujours sur le bien commun et je crois que c'est une obligation, c'est l'obligation des monarques de travailler pour le bien commun pour tout le monde. C'est le devoir. Ce n'est pas le cas en République, Monseigneur? Non. On n'a rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous habitez Madrid, Monseigneur, mais vous avez la double nationalité. Vous êtes espagnol et français. Encore une fois, j'ai envie de vous reposer la question précédente. Quelle vision vous avez de notre pays aujourd'hui? Quelle vision vous avez de la France? Aujourd'hui, j'habite à Madrid et j'ai un travail à Madrid, mais ceci ne m'empêche pas de venir fréquemment en France et donc de pouvoir maintenir ce contact avec la France et les Français. La France, vous le savez, a connu un mouvement de colère particulièrement grave. On a cru d'ailleurs que le pouvoir allait vaciller, basculer à ce moment-là. Je sais que c'est un mouvement qui vous a fortement interpellé. C'est ce que l'on a appelé en France le mouvement des Gilets jaunes et qui s'est étendu ensuite, notamment outre-Atlantique. Qu'est-ce qui vous a, Monseigneur, plus précisément marqué dans ce qui était un début de révolte? Qu'est-ce que vous en avez conclu? Je crois que ce mouvement, c'est un mouvement causé par le manque de réponse de la part du gouvernement. Et donc, lorsque vous ne répondez pas aux besoins de la société a besoin aussi de pouvoir se révéler et de pouvoir montrer son désaccord et le manque d'aide de la part du gouvernement. Quand vous avez appris ce début de révolte en France, quelle a été votre réaction? Bon, je pense qu'il y avait des problèmes anciens qui n'ont pas été suffisamment répondus de la part du gouvernement et c'est ça ce qui a causé ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que cela vous a inquiété, Monseigneur? J'imagine que oui. Ça inquiète, mais c'est surtout une préoccupation vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la France. Un monarque, Monseigneur, est forcément élevé dans l'amour du peuple, dans l'amour des personnes dont il a la charge en quelque sorte. Oui, je veux dire, l'amour du peuple, on se sent français et on veut le mieux pour la France et pour les Français, bien évidemment. Le bien commun en France, clairement, n'existe plus. La politique, je le disais tout à l'heure, et les politiques bénéficient d'un discrédit quasi total aujourd'hui en France, puisque les Français disent eux-mêmes que les politiques profitent du système, se servent du système, se servent sur la bête. C'est pas du tout le cas d'un monarque. Le monarque, comme je crois avoir dit tout à l'heure, je dirais c'est comme un père de famille. Il veille pour
son peuple. De la même façon, je crois l'avoir fait il y a quelques temps déjà, d'avoir fait ou dit un exemple et en disant que le roi était comme l'arbitre dans un match de rugby. Ce soir, il y a un match de rugby. Il y a deux équipes qui vont jouer. Et la personne qui va maintenir l'équilibre entre ces deux équipes, c'est justement l'arbitre. Je pense que le roi est justement pour veiller à ce qu'il y ait un équilibre et surtout pour veiller envers les Français et pas envers les partis. Donc il se situe forcément au-dessus de la mêlée, voilà. Toujours. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on évite, j'allais dire, les problèmes, les conflits, éventuellement les révoltes? Oui, bien évidemment. Je veux dire, le roi, c'est le roi de tous les Français. Ce n'est pas le roi des gens de droite, de gauche et ailleurs. Le roi est apolitique et surtout veille pour qu'il y ait un équilibre et que le bien commun puisse dominer. Oui, dominer dans toute la France. Dans une tribune récente, Monseigneur, vous vous alarmez de l'état, notamment de la paysannerie française et européenne, mais également des métiers de la mer, dénonçant la perte de la souveraineté alimentaire. Et vous posiez cette question que j'ai lue dans une tribune: quand cessera-t-on d'accorder crédit aux plus radicaux, visant non pas les progrès, mais la disparition de l'agriculture nourricière? Qui sont les radicaux, Monseigneur, auxquels vous faites référence? Bon, je pense principalement, et c'est une dénonce faite justement parce que je pense que le plus important, c'est que la France ait une autonomie agricole et on ne peut dépendre de personne. Et aujourd'hui, et justement pour le secteur agricole, il y a beaucoup de contraintes écologiques et on leur exige une énorme productivité alors qu'on ne leur aide pas tellement. Donc finalement, je pense qu'il faut vraiment régler ceci et assurer que toute la France puisse avoir des réserves et une autonomie agricole. Comment expliquez-vous, Monseigneur, qu'on cherche manifestement à faire disparaître cette souveraineté alimentaire au profit manifestement de lobbies, de multimilliardaires, on le sait? De lobbies, de multimilliardaires et d'autres pays qui ne sont pas forcément en Europe. Je pense qu'il faut vraiment, et si on ne peut pas se nourrir, qu'allons-nous faire? On a une guerre en Ukraine aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau international et le plus important c'est d'avoir justement cette autonomie pour au moins alimenter notre peuple. Il y a manifestement, Monseigneur, depuis au moins la Révolution, une volonté en France, mais pas seulement, mais j'insiste beaucoup sur la France, de destruction de la paysannerie. On sait par exemple qu'au début du siècle dernier, il y avait plus de 8 millions d'exploitations paysannes en France. Il n'en reste que 350 000. Comment est-ce que vous, qui pourriez être amené à diriger la France, Monseigneur, quelle explication vous donnez à cette volonté de destruction de la paysannerie française? Je pense même qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui on a l'Internet, on a le téléphone, on a l'intelligence artificielle qui va permettre de nous délocaliser vis-à-vis de notre travail. Et ceci va peut-être permettre à ce que les campagnes puissent se remplir de nouveau de gens et ça peut aider aussi bien pour être plus productif ailleurs et aussi pour remplir les campagnes. Non, je crois qu'aujourd'hui, la technologie permet que les distances soient beaucoup plus courtes et permet d'avoir un contact continu avec nos personnes chères, etc. Et je pense que c'est un peu l'objectif. Et dans les grandes villes, et avec justement toutes ces technologies, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi. Et je pense que la campagne peut être un lieu magnifique pour ces personnes, pour les réadapter, pour les réinvestir dans d'autres circonstances. Vous parlez du numérique et de l'intelligence artificielle notamment. On sait d'ailleurs que l'intelligence artificielle peut être amenée à supprimer dans le monde plusieurs centaines de millions de postes de travail. Monseigneur, vous êtes, je crois, de plus en plus présent
en France. Vous participez à de nombreuses cérémonies, manifestations. Vous avez pris position contre le mariage homosexuel, contre l'union monoparentale. Que pensez-vous, Monseigneur, de la décision que viennent de prendre les députés français, à savoir... Je suis rendu à Lévitique, dans la Bible orthodoxe. Lévitique. Faut me donner une chance. Je lis plein de livres en même temps. Je travaille le livre sur le Saint-Empire romain. J'ai terminé le livre d'Alain Soral. J'attends juste le OK pour Carl Brochu pour savoir la date de l'entrevue pour que je puisse mettre une journée là-dessus. Je suis en train de lire le livre de Denis Molinaros, Under Assault, sur l'ingérence du Parti communiste chinois depuis Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau. Ingérence étrangère au Canada depuis Pierre Elliott Trudeau. Par les Chinois. Faut me donner un peu de break. Un peu de break, là, malheureusement. Là. Cette loi sur l'euthanasie, loi contre laquelle... Ça, c'est bon, ça. La loi sur l'euthanasie, elle n'a pas passé. Contre l'union monoparentale. Que pensez-vous, Monseigneur, de la décision que viennent de prendre les députés français, à savoir cette loi sur l'euthanasie, loi contre laquelle, il faut le dire, un certain nombre de handicapés très lourds se sont exprimés. C'est le Sénat qui a bloqué. Les députés ont accepté, le Sénat a bloqué la semaine passée ou la semaine d'avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois même, et l'avoir dit déjà plusieurs fois, je suis pour la vie et contre la mort. C'est une loi de la mort, alors que moi je vote pour la vie. C'est une loi de la mort. Tout à fait. Et où en est l'Espagne, où vous habitez aujourd'hui, sur cette question, par exemple? Je pense que c'est un mouvement, et ce n'est pas un mouvement français, c'est un mouvement international, et auquel il faut vraiment faire la bataille de tout point de vue. Il faut faire barrage, selon vous, voilà, vraiment. Tout à fait. Comment est-ce que vous expliquez que la France, fille aînée de l'Église, en soit arrivée à ce point de décadence morale, politique, économique, spirituelle? Comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, je pense que c'est une crise de valeurs à l'origine. Je veux dire, je crois que les valeurs, on les enseigne dans la famille et on les enseigne à l'école. Du moment où les familles, avec certaines politiques, on essaie de les casser aussi. Et du moment où dans les écoles, on nous change les programmes éducatifs, et s'ils ne sont pas bien orientés vers des valeurs, finalement ce manque de valeurs va être difficile ensuite de remplacer, et même c'est beaucoup plus facile de diriger les gens lorsqu'ils n'ont pas de valeurs. Vous voulez dire que le peuple est beaucoup plus manipulable quand il n'a aucun enseignement et aucune valeur qui lui a été proposée? Et même, pas seulement les valeurs, aussi les repères. C'est pour ça, savoir d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir connaître l'histoire de la France pour peut-être même essayer de corriger nos défauts du passé, c'est, je pense, très important. Le lien que vous avez avec la France, Monseigneur, vous fait-il un devoir de venir à son secours? J'ai un devoir de famille, j'ai un devoir que je porte dans mon sang, dans mon cœur, et bien évidemment, j'essaie aussi de transmettre des valeurs qui ont représenté la monarchie, qui ont représenté mes ancêtres, et Saint-Louis, Henri IV, et Louis XIV, et donc j'essaie de défendre toutes ces valeurs. Vous avez 4 enfants, Monseigneur. Quelles sont les valeurs que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur dites? Et comment est-ce que vous les enseignez à la beauté de la monarchie? Tout d'abord, mon épouse et moi, et nous sommes chrétiens, nous croyons dans les valeurs chrétiennes. C'est central. Tu peux pas être monarque si t'es pas chrétien. C'est le premier truc le plus important. Et c'est pour ça que nous avons choisi des institutions chrétiennes pour leur enseignement. Et d'autre part, on essaie aussi de leur montrer leur histoire, leur passé. Fait que ça serait elle. Ça serait elle que monsieur...
Bardella, Jordan Bardella, date. J'aurais le goût de le défier. J'aurais le goût de le défier pour sa main. J'aurais le goût. Une petite joute. Ça serait quoi qui serait pas pire contre Jordan Bardella? Il est quand même grand. Je pourrais le défier. MMA, ouais. Et leur lien avec la France. Il y a 2 ans, je suis venu avec mes enfants pas très loin d'ici, et justement pour qu'ils puissent voir un peu ce que leur sang, leur famille représente en France, et puissent connaître aussi les Français, les Bretons, et je pense que c'est une partie importante de leur éducation. Ceci dit, pour l'instant, ce sont des jeunes enfants. Ma fille a 18 ans, les jumeaux 15 et le cadet a 6 ans. Donc il faut leur montrer, mais sans les effrayer. C'est-à-dire? Sans les effrayer du point de vue des obligations. Je veux dire, il faut aller petit à petit. C'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé, mais que j'aimerais aller petit à petit pour qu'ils puissent connaître petit à petit leurs relations, leurs obligations vis-à-vis de la France. Ils ont déjà un avis sur toutes ces questions? Bon, ils me voient voyager très souvent en France, mais du moment où et c'est pour ça que j'essaie à ce qu'ils m'accompagnent de temps en temps, sans perdre bien évidemment leur partie de l'éducation et leur nécessité de tous les jours. Je veux dire, ce sont des jeunes garçons de 15 ans et on ne va pas leur mettre dans des réunions peut-être de personnes adultes. Il faut respecter leur âge, mais avec une sorte de couche d'histoire et de responsabilité. Si vous parveniez aux responsabilités auxquelles vous avez droit, Monseigneur, avez-vous véritablement conscience des responsabilités qui sont les vôtres? Mes responsabilités sont surtout de représentation des valeurs, de représentation de la France et de défendre bien évidemment le bien commun qui est peut-être, la valeur la plus importante pour tous les Français. Le chef de la maison de Bourbon est-il la première incarnation de l'identité française? Je suis français et en tant que chef de la maison de Bourbon, je représente toutes les valeurs que la monarchie a amenées à la France. Vous êtes donc depuis quelques heures en Bretagne, Monseigneur, et qu'est-ce que vous êtes venu y faire précisément? Et je suis venu en Bretagne déjà à plusieurs occasions. La dernière, ça fait 2 ans, justement, je suis venu avec mes enfants. Et à cette occasion, je viens au 400e anniversaire du pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray, mais aussi à prendre contact avec les Bretons, à qui j'ai une grande estime et je veux avoir toujours un contact avec eux pour connaître leurs nécessités et leurs envies. Vous avez rencontré des chefs d'entreprise? J'ai rencontré des chefs d'entreprise, des politiques. Je veux dire, j'essaie toujours de prendre la température des lieux là où je viens pour connaître vraiment les nécessités à cette occasion de la région et du pays. Oui. Pour conclure, Monseigneur, quel message vous auriez envie d'adresser aux Français, à cette France qui souffre, aux Français qui souffrent? Et il y a une crise, je le disais tout à l'heure, sociale notamment, mais pas seulement, très grave. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces Français qui ne croient plus dans les partis politiques, dans ces hommes politiques? J'en ai rencontré un certain nombre qui se sont enrichis en faisant de la politique, comme on fait carrière dans une grande entreprise. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces Français qui sont très en attente d'un changement de régime, d'un changement de tout d'ailleurs? Quel message vous auriez envie de leur adresser? D'abord, je dirais de ne pas perdre l'espérance et de s'impliquer davantage. Nous devons nous impliquer davantage dans la vie de la cité. Ça vous semble très important, ça? Vous pensez que les Français ne s'impliquent pas assez dans la vie de la cité? Je pense qu'il faut
peut-être certains s'impliquent, d'autres pas, mais il faut aussi se coordonner, je veux dire, pour aller tous dans le même sens. Si chacun tape de son côté, et finalement, je crois qu'il faut travailler plus en équipe et d'avoir clair qu'est-ce qu'on veut. Travailler à la concorde. Voilà, tout à fait. Après, les partis politiques qui sont en place depuis très longtemps n'ont eu de cesse que de provoquer des fractures au sein du peuple français. On le sait, on sait très bien que les partis politiques et des gouvernements qui changent des chefs d'État qui changent tous les 5-7 ans n'aident pas du tout à la concorde. Mais vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Et surtout, ce sont des partis qui passent 5 ans, mais s'il n'y a pas une continuité et que le parti qui vient après continue ses réformes et au lieu de continuer ses réformes, casse ce que le parti d'avant a fait, la France n'évolue pas. Monseigneur, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Je sais que votre programme est chargé tout à l'heure, donc je vais vous laisser, mais ça a été un grand plaisir de vous rencontrer et de pouvoir vous interviewer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci, Monseigneur. Donc, 181 voix contre 122, 62 députés socialistes, 31 républicains, 22 centristes, 15 centristes abstenus. Donc, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est les relents catholiques de la France et les relents musulmans. Les relents, les deux. Les catholiques et les musulmans, nous sommes au diapason sur ce genre d'enjeu-là. Sacrifice humain, avortement, euthanasie, les taux d'intérêt trop élevés, usurie, les alphabets, la lutte contre les alphabets. Les arabo-musulmans sont très proches de nous là-dessus. Ils sont très proches de nous. Et on se pose des questions, là. Ça va être qui, là? Ça va-tu être Jordan Bardella puis les néoconservateurs français qui sont en train de creuser la fille du Bourbon? Ou ben donc, ça va être les islamo-gauchistes comme Mélenchon en candidat islamo-gauchiste à la présidentielle de 2028 qui va mieux défendre nos intérêts. Qui va mieux défendre nos intérêts? Un monarque chrétien ou un sultan islamo-gauchiste? Il n'en tient qu'à vous pour déterminer la suite de l'histoire. C'est l'histoire dont nous sommes les héros! Donc, très important de mettre un like, vous abonner à ma chaîne, 5$ par mois si vous aimez mon travail. On se voit. Il manque quoi? Il manque 20$ pour la matinale du glaive ensanglanté. Vous avez jusqu'à ce soir. Sinon, ben, je garderai ça pour la prochaine fois. Il va manquer 20$ pour. Je pourrais le faire plus tard pendant la semaine prochaine. Faire une matinale durant la semaine. Demain soir, entre 6 et 7 heures, on part en siège. Il va falloir que je retravaille l'introduction parce que il y a le droit d'auteur. Je peux pas mettre trop de secondes du film House of Dracula. Je suis très déçu. Il va falloir que je retravaille l'introduction que j'avais faite pour le siège TikTok hier. Et ensuite de ça, donc siège TikTok 6-7 heures. Et dimanche, les sorcières de la semaine. Donc c'est bon. Et lundi ou mardi, 4e partie du Saint-Empire romain germanique. Holy Roman Empire. Un millénaire d'histoire européenne de Peter H. Wilson. Premier livre qui retrace toute l'histoire du Saint-Empire de Charlemagne à Napoléon et même après. Et là, on est rendu où? On est rendu à la souveraineté. Donc, l'histoire occulte de la souveraineté, c'est là qu'on est rendu. Est-ce que vous saviez que la souveraineté découle d'un privilège accordé à la paix de Westphalie qu'on appelle le Jus Reformandi? Donc, le concept et l'application de la souveraineté a émergé dans un écosystème où on essayait de savoir comment ça fonctionnait, gérer un culte religieux public
dans une juridiction, est-ce que j'ai le droit de réformer, convertir le title en title protestant, calviniste, peu importe? Et donc, on a accordé ce privilège-là par compromis, pour désamorcer une guerre de religion qui a duré plus d'1 siècle entre les protestants et les catholiques. Une guerre de religion qui a eu lieu parce que le pape et l'empereur ont été incapables de résoudre le schisme théologique qui dominait avant qu'il y ait le schisme politique protestant. Donc, on se voit demain. Bonne journée, bonne soirée, attention à vous. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps. Entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, les et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du